chaque foyer, c'est plus de 2 kg de fromage de chèvre chaque année. On est même à 2,5 kg. 2,5 kg. La pizza au chèvre, c'est la pizza la plus vendue en fait, dans les pizzerias. Et donc en fait, on est sur une filière d'excellence. Donc en France, on est pas mal. Donc en France, c'est pas mal et du coup, ça nous laisse, on a le savoir-faire, on a l'expertise, on a la reconnaissance. Bonjour Michael Lamy. Bonjour Jonathan. Merci d'être avec nous sur le plateau de La Parole A. C'est l'interview du comptoir des éleveurs, vous connaissez, une interview où on aime bien laisser la parole, toute la parole à un invité. Et cette fois, on le fait depuis le salon Caprinov, c'est notre partenaire pour cette vidéo. Caprinov à Niort, on échange ici avec Michael Lamy. Et on est obligé de parler de Caprin, parce qu'on est à Caprinov et parce qu'on est avec toi Michael. Tu es le président de l'ANICAP, l'association nationale interprofessionnelle Caprine. En gros, c'est l'interprofession qui représente l'ensemble des acteurs de la filière laitière caprine française. Mais il n'y a pas que ça, tu fais vachement plus de choses. En effet, je suis avant tout éleveur. Éleveur dans le Maine-et-Loire depuis 25 ans, où j'élève un troupeau de 260 chèvres alpines avec un associé depuis 25 ans. Ok. Et du coup, je livre, on l'évoquera tout à l'heure, puisque là, sur notre filière caprine, il y a un pendant fermier et il y a une autre partie de livreur. Donc moi, je livre entièrement ma production à ma coopérative agriale, pour laquelle je suis administrateur. Et je suis donc président de notre interprofession nationale caprine depuis 2 ans, au titre du collège des coopératives. Ok. Alors tu parlais de ton élevage, j'aimerais bien que tu nous en dises justement un petit mot et surtout que tu nous dises, toi, qu'est-ce qui te fait vibrer dans l'élevage caprin ? Alors, moi j'ai toujours été animé par la production laitière. Mes parents étaient producteurs de lait de vache, mais sur une petite exploitation, puisque à l'époque, dans les années 80, ils avaient été freinés dans leur élan avec les quotas laitiers. Je n'ai pas repris l'exploitation familiale, je me suis installé en 2000, après avoir été salarié de coopérative avec un collègue de promo, un copain d'école, qui était lui aussi salarié d'une autre coopérative. Et on s'est installé sur une exploitation de 40 hectares où on a créé un troupeau caprin. Et l'exploitation s'est, dans les années qui ont suivi, développée un petit peu avec la mise en place d'un atelier de production de semences potagères, ouais. Et puis une reprise de quelques hectares. Et aujourd'hui, on a une exploitation de polyculture élevage avec 150 hectares de terre, une partie destinée à la vente de cultures de vente et une autre partie destinée à l'alimentation des animaux à base de luzerne, à base de maïs. Et puis un troupeau de 260 chèvres, on fait de la sélection. On insémine, on vend aussi des reproducteurs. Et du coup, plus le caprin que le bovin Alors, en fait, non. Moi, j'ai eu un attrait. J'avais un attrait avec mon collègue. On avait un attrait pour la production laitière. Après, c'est une histoire d'opportunité, en fait. Okay. À l'époque, la production laitière de vache était sous-contingentée avec des quotas laitiers. Nous, on a retrouvé une exploitation où il y avait possibilité d'y produire de la luzerne, du maïs, aliment de prédilection pour les chèvres. Et il y avait déjà à l'époque des possibilités de développement de la production en filière caprine. Donc voilà, on a saisi le train quand il passait en 2000 et 25 ans après, je me retrouve président de l'ANICAP puisque passionné par la filière et engagé avec un certain nombre d'étapes que j'ai franchies petit à petit en tant que responsable. Et tu vas nous en parler longuement de cette filière aujourd'hui. Oui. Si tu devais la présenter en quelques mots, cette filière caprine en France, comment tu la décrirais ? Quelle est son importance ? Alors, on est sur faut se dire les choses, on est sur une petite filière, mais qui s'est quand même beaucoup professionnalisée ces 20 dernières années. On en a l'exemple aujourd'hui au salon Caprinov. On comptabilise à l'échelle du territoire, suivant la manière dont on comptabilise, entre 5 et 6 000 détenteurs de chèvres de plus de 25 chèvres. Mettons 6 000. Donc c'est à partir de 25 chèvres qu'on compte un élevage. Voilà, un élevage dit professionnel. La particularité de notre filière, c'est que la moitié des éleveurs sont des producteurs fermiers, c'est-à-dire qu'ils transforment l'intégralité de leur production laitière sur l'exploitation en fromage ou en autres produits et vont la vendre sur les marchés ou chez des crémiers ou vont la vendre directement. Et l'autre moitié
On est dans la moitié pour laquelle je fais partie. Donc nous nous concentrons uniquement sur la partie production et nous vendons le lait à un collecteur de lait, une coopérative, c'est le cas ce qui me concerne, mais ça peut aussi être un industriel privé ou une PME ou un artisan. Donc on est une des rares filières à avoir moitié livreur et moitié fermier. Qu'est-ce qui explique ce partage quasi égal aujourd'hui des méthodes? C'est l'histoire, hein, le fromage de chèvre. Déjà, il n'y a pas forcément une collecte laitière en filière longue sur tout le territoire. Donc lorsqu'on n'est pas dans les zones de collecte de lait, c'est-à-dire lorsqu'on n'est pas en Pays de Loire, une partie de la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine, le centre et le Rhône-Alpes, donc si on est dans le nord de la France, dans l'Est, une partie du Sud-Ouest, si on veut élever des chèvres, il n'y a pas de collecteur, donc on doit faire des fromages. Parce qu'on est encore dans un maillage national assez disparate. Là, le salon Caprinov, c'est à Niort, c'est dans le Poitou-Charentes, c'est au cœur de la région caprine la plus fournie de France, dans la région à la Nouvelle-Aquitaine, qui est la première en Europe sur le caprin. Donc là, on est vraiment au cœur de cette filière, mais ailleurs, c'est plus compliqué parfois. C'est pas que c'est plus compliqué, mais parce que bon, en effet, il y a la Nouvelle-Aquitaine où il y a 40% de la production laitière et un certain nombre de transformateurs. Je crois qu'il y a 22 sites de transformation en Nouvelle-Aquitaine. Après, il y a la région voisine, le Pays de Loire, qui s'est fortement développée ces 20 dernières années. D'ailleurs, c'est une région d'où je suis originaire, puisque je suis exploitant à côté de Saumur, dans le Maine-et-Loire. Et là, l'ensemble du lait du lait collecté approvisionne les sites qui sont présents en Nouvelle-Aquitaine. Après, vous avez la région centre, hein, avec ces 5 AOP, où là, il y a une activité de transformation. Et puis le Rhône-Alpes. Mais en dehors de ces régions, c'est vrai qu'il n'y a pas de circuit de collecte, il n'y a pas d'histoire caprine. Donc les éleveurs se tournent vers la transformation à la ferme. Et il y a aussi un débouché, parce que aujourd'hui, partout en France, sur plein de marchés, vous avez des vendeurs de fromage de chèvre. Vous n'avez pas forcément des vendeurs de fromage de vache, parce que c'est inscrit quelque part au patrimoine gastronomique français de fabriquer et de consommer des fromages de chèvre. D'où et puis c'est aussi probablement un peu plus facile de construire et de s'installer éleveur de chèvres en fermier avec un troupeau de... alors 25 chèvres, c'est vraiment le plus bas. Le point bas. Hein. On est à la limite de l'orfèvrerie. Hein. À 25 chèvres, hein, souvent, pour vivre dignement et correctement, il faut compter entre 80 et 100 chèvres quand même transformés à la ferme pour vivre correctement de son métier, quoi. Alors justement, tu parlais du patrimoine français. J'aimerais citer 2-3 fromages de chèvres qui bénéficient d'une AOP aujourd'hui. Le chabichou, le rocamadour, le pelardon, le chavignol. Je ne les ai pas tous dit parce qu'il y en a 15, oui, je crois. Mais juste citer ceux-là, comme d'autres on aurait pu citer, c'est citer une belle partie du patrimoine gourmand français. Exactement. C'est incontournable aujourd'hui. C'est incontournable, hein. Donc c'est le plateau de fromage, c'est la référence. Et lorsqu'on parle fromage de chèvre, oui, on parle Sainte-Maure, on parle Chaviol. Maintenant, il y a aussi tout un autre pan de produits caprins, un peu plus cœur de gamme, qui s'adresse à un autre public. Qui ont d'autres manières de consommer le chèvre, d'autres goûts. Tu penses à quel produit par exemple ? Alors, je pense par exemple aux bûches de chèvre, qui représentent aujourd'hui la moitié des fabrications de fromage, qui sont destinées peut-être à des consommateurs qui sont un petit peu moins dans la tradition, mais attachés quand même à consommer des produits de qualité et sur des produits un petit peu plus accessibles, qu'on peut utiliser en cuisine et qu'on peut utiliser dans des sandwichs et qu'on peut utiliser aussi en fin de repas. Ou pizza. Et en fait, ou pizza, hein, la pizza au chef, c'est la pizza la plus vendue en fait dans les pizzerias. Et donc en fait, on est sur une filière d'excellence équilibrée entre les produits premium, AOP, et les produits un peu plus cœur de gamme qui s'adressent à Madame Michu, sans être péjoratif, mais qui s'adressent à une autre catégorie de consommateurs, mais qui sont tout aussi importants. Et je crois que la filière, où nous, agriculteurs, on a aussi vocation à nourrir l'ensemble de la population, je dirais matin, midi et soir, du lundi au dimanche,
mais pas uniquement en produits festifs pour le dimanche midi, quoi, hein. On se doit d'accompagner et de proposer une offre, une alimentation saine et de qualité à l'ensemble de la population et accessible à tout le monde. Quand je dis que c'est accessible à tout le monde, ça ne veut pas dire qu'il faut brader les produits, ça ne veut pas dire que l'alimentation ne doit pas avoir une valeur et un prix, mais on se doit de nourrir toute la population. Justement, en France, on remarque qu'on est le premier pays consommateur de fromage de chèvre. Il y a plus de 80% de la production qui est consommée en France. Chaque foyer, c'est plus de 2 kg de fromage de chèvre chaque année. On est même à 2,5 kg, il me semble. Ouais. Est-ce que le marché français est facile désormais? Est-ce que c'est conquis? C'est jamais conquis. C'est jamais conquis et se dire que c'est conquis, ce serait une grave erreur et ce ne serait pas rendre service à notre jeunesse, quoi. Non, je crois qu'il faut... c'est vrai que le marché s'est fortement démocratisé. En 20 ans, on a multiplié par 2 les ventes de fromage de chèvre, notamment avec les offres un peu plus cœur de gamme. On a aussi multiplié par 2 les fabrications parce que le chèvre est aussi sorti du plateau. On a eu un usage en cuisine chez le consommateur, mais aussi en restauration hors domicile, où le chèvre est beaucoup utilisé en ingrédients. Et puis on a aussi, vous évoquez 80%, c'est même un petit peu moins, puisqu'on a quand même 25% de nos fromages qui aujourd'hui sont exportés et se vendent dans de nombreux pays parce que la filière caprine et la gastronomie française rayonnent aussi bien au-delà du territoire, quoi. On a parlé un tout petit peu d'export tout à l'heure, ça m'intéresse et justement la France a une place à prendre au niveau international parce que j'ai regardé, c'est le 4e cheptel d'Europe derrière la Grèce, l'Espagne, la Roumanie, mais le premier producteur de lait de chèvre devant les mêmes pays, ça veut dire quoi? On a trouvé la bonne formule? Ça veut dire qu'il y a en effet, il y a 2 manières et 2 utilisations ou de débouchés en fait pour l'élevage de chèvres. On a des pays, donc vous l'avez cité, comme la Grèce, le pourtour méditerranéen, où on va élever les chèvres pour la production de viande, essentiellement. Et puis il y a d'autres pays où on va élever les chèvres plus pour la production laitière et pour la production fromagère. Et donc sur la production de viande, vous l'avez dit, c'est la Grèce. Par contre, sur les pays qui ont une vocation plus laitière, ça va être notre cas, ça va être la France, qui va produire environ 500 millions de litres de lait collectés par les entreprises et 120 millions de litres de lait transformés à la ferme par les fermiers, ce qui fait 620 millions de litres de lait. Juste derrière nous, on a l'Espagne, mais l'Espagne qui, pour diverses raisons, est plutôt sur le déclin en termes de production. Et puis, suit de très près aujourd'hui le Benelux avec les Pays-Bas et la Belgique, qui pour le coup, en 2000, ils sont partis de quasiment rien et qui aujourd'hui nous talonnent en termes de production laitière, mais là pour une destination uniquement transformation en filière longue. Vous regardez de très près ce que font les voisins et à quel point ça peut aussi vous impacter ou ça peut faire évoluer le métier? On regarde de très près parce que, en fait, historiquement, les Espagnols et les Pays-Bas, pendant très très longtemps, ils ont eu des coûts des valorisations de lait ou des prix du lait nettement inférieurs aux nôtres. Et à certains moments, mais là on regarde bien loin dans le rétroviseur, cet écart de prix a amené quelque part du dumping et a pu déstabiliser la filière française. Et notamment à des moments où nos confrères dans ces bassins de production pouvaient avoir des excédents laitiers, quoi. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Chaque bassin de production a trouvé ses débouchés, ses équilibres. On note une relative convergence des prix européens. Et du coup, on est plutôt serein, on n'est plus dans la compétition en termes de bassin de production. Et puis si on se projette un peu dans l'avenir, l'Espagne,
qui, il y a 3-4 ans, étaient même passés devant nous en termes de production. On est un petit peu en déclin, puisque la filière là-bas est beaucoup moins bien structurée qu'en France. Ici, la filière est beaucoup plus cadrée. Elle est beaucoup plus structurée, organisée. En Espagne, ce n'est pas le cas. On a les producteurs qui sont structurés en coopératives de collecte, qui ensuite vont vendre avec des contrats courts à des industriels. Et du coup, en fonction des besoins, les coopératives de collecte sont énormément maltraitées en termes de débouchés et d'achat de lait avec des prix très volatiles. Et donc là, il n'y a pas une cohésion de filière plus comme en France, quoi. Associé, donc, ce qui amène une volatilité un peu des prix, associé au changement climatique qui percute de plein fouet quand même l'Espagne. L'Espagne est sur le déclin en termes de production et on ne voit pas trop de quelle manière on peut leur souhaiter que du bien de stabiliser leur filière et leur volume, mais on ne les voit pas sur du développement. Et l'autre bassin de production qui ont pu être des compétiteurs assez rudes par le passé, puisqu'ils ont doublé, triplé leur production ces 20 dernières années, c'est sur les Pays-Bas et le Benelux. Alors, eux, ils sont un petit peu rattrapés par les contraintes environnementales en lait de chèvre comme en lait de vache. Et entre cette pression environnementale qui limite l'extension des élevages, ils en ont plus trop sous le pied pour créer des nouveaux élevages ou développer ceux en place. Donc on pense qu'ils ont atteint un plafond en termes de développement. Donc en France, on est pas mal. Donc en France, c'est pas mal et du coup, ça nous laisse, on a le savoir-faire, on a l'expertise, on a la reconnaissance. Du coup, je pense qu'on a un boulevard devant nous pour accompagner et créer de la valeur sur les territoires en installant et en développant la production de lait de chèvre sur nos bassins de collecte. On a regardé un peu dans le rétro, on va regarder en face dans quelques instants pour parler peut-être un peu de l'avenir de la filière caprine. Mais juste avant, on va faire un petit jeu ensemble, Michael, si tu veux bien. On va faire un cap ou pas caprin. Le principe, je te donne des propositions et tu me dis si la filière caprine serait cap ou pas cap de le faire. Première proposition, faire rentrer de nouveaux fromages de chèvre en AOP. Cap ou pas cap? Pas cap. Pourquoi? En quelques mots. Un fromage AOP, c'est une histoire et c'est une tradition. Ça ne se décrète pas. Donc aujourd'hui, il y a un fromage ces derniers temps, le Motet sur feuille, qui a obtenu son AOP. Mais voilà, je pense que le tour a été fait. Et à ma connaissance, l'ensemble des fromages qui ont une histoire, une tradition, sont déjà dans la reconnaissance des appellations d'origine protégée. Donc je ne vois pas de nouveaux candidats pour obtenir une nouvelle AOP, quoi. On en parlait un tout petit peu tout à l'heure. Mailler l'ensemble du territoire français pour que la filière soit représentée partout de manière égale. Cap ou pas cap? Sur la filière longue, pas cap, parce qu'il y a quand même, on est quand même tenu par et là je parle en connaissance de cause, puisque moi je suis élu et représentant et très engagé au niveau de ma coopérative, qui est le leader du lait de chèvre avec la marque Soignon sur le marché. On a quand même aussi des contraintes économiques de collecte et on ne peut pas transporter du lait 5, 6, 700 km ou au-delà sur une longueur de 5 ou 600 km d'un site de transformation. Donc non, la collecte ne peut se développer que dans les zones de production historiques. Et puis à la marge, progressivement, ces zones s'étalent sur les zones qui sont en proximité, quoi. Que la France reste numéro 1 de fromage au lait de chèvre, cap ou pas cap? Cap. Complètement cap. Complètement cap. Hein. Et tant mieux. Devenir plus incontournable que le lait de vache, cap ou pas cap? Elle est pas simple, celle-ci. Elle est pas simple, parce que j'ai plein d'amis qui sont producteurs de lait de vache et je pense qu'il ne faut surtout pas qu'on se divise et qu'on s'oppose. Je crois qu'il y a de la place. C'était pas pour vous fâcher que j'ai dit ça, c'est pour voir le potentiel du caprin. Sur les plateaux de fromage, il y a de la place pour tous les fromages, mais quand même, un plateau de fromage avec un peu de chèvre, ça relève quand même le niveau. Hein. Donc un peu cap. Un peu cap. Maintenir des prix compétitifs pour les éleveurs, cap ou pas cap? Cap, c'est clairement l'enjeu et c'est la dynamique dans laquelle la filière caprine s'inscrit. Je crois qu'il faut rappeler quand même que
que ces dernières années, depuis 2020, le prix du lait de chèvre a augmenté de quasiment 180 € du millilitre, et en lien avec l'évolution forte des coûts de production observés notamment en 2022-2023 lorsqu'il y a eu le conflit ukrainien, quoi. Donc cap, et il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue parce qu'on est aussi attendu sur le sujet. Ça, c'était la question recto. Maintenant, j'ai la question verso. Maintenir des prix intéressants pour le consommateur. Cap ou pas cap? Alors, en fait, on se doit de relever les deux objectifs. En fait, on doit, mordicus, tenir des valorisations qui permettent aux éleveurs de vivre dignement de leur métier, d'investir pour moderniser leur exploitation, et des prix qui permettent aux jeunes de s'installer. Mais on ne peut pas faire fi quand même du débouché et de la capacité de nos consommateurs à acheter nos produits. Parce que si c'est pour payer du lait à un prix pour lequel on n'est pas capable de transformer des fromages et les vendre aux consommateurs, la filière va vite tomber en acidose, hein. Du coup, en fait, c'est un subtil équilibre à trouver entre la proportion et la capacité de nos clients à payer le juste prix pour pouvoir assurer notre débouché, tout en valorisant correctement l'amont par rapport aux enjeux qui sont devant lui, quoi. Et alors, dernière petite affirmation, proposition, parce qu'apparemment c'est la mode de dire qu'on va tout plaquer pour élever des chèvres dans le Larzac, faire une campagne de com nationale pour montrer les joies d'élever des chèvres dans le Larzac. Alors c'est ce qu'on fait, puisque alors, dans le Larzac je ne sais pas, mais déjà on communique beaucoup au niveau de la filière sur l'attractivité du métier. On a la chance quand même d'être une filière plutôt attractive, voire très attractive, qui a probablement le meilleur taux de renouvellement. On a aussi la chance d'avoir une filière avec un taux de féminisation extrêmement élevé, beaucoup plus que la moyenne. On n'est pas loin d'un porteur de projet sur deux qui est porté par des femmes, et c'est une vraie chance, quoi. Donc la filière est très attractive. Donc la filière est très attractive, très sexy. Maintenant, voilà, il faut, et c'est aussi l'enjeu de la filière et de nous responsables, c'est que il n'y a pas trop de place à l'improvisation, et que ce soit en production fermière, et peut-être encore plus en production fermière qu'en filière longue, il faut aborder les choses avec un parcours très professionnel, de façon très pro. Parce que lorsqu'on est producteur fermier, il faut avoir des compétences au niveau de l'élevage de chèvres, il faut avoir des compétences au niveau de la transformation, il faut avoir des compétences au niveau du commerce. Il faut être en capacité de gérer le temps de travail. Donc oui, parfois il faut quand même expliquer aux jeunes que la passion c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut avoir un parcours très professionnel pour réussir. C'est un discours pour tout l'élevage. C'est partout, en effet, mais je partage ton analyse, c'est que c'est vrai, on a parfois, et on a eu le post-Covid, voilà, où des gens, le retour à la nature, on élève 3 chèvres à canard, et puis voilà, à la fin, il faut quand même faire bouillir la marmite, oui. Il faut quand même se dégager un revenu pour pouvoir faire vivre sa famille, quoi, hein. Et moi, c'est ce que je dis aux jeunes, lorsqu'on fait le choix par passion de devenir agriculteur ou éleveur, on ne peut pas faire vœu de pauvreté. Ça va qu'un temps, quoi. Donc il faut professionnaliser les choses pour que les gens vivent convenablement de leur métier et puissent s'épanouir dans leur métier, parce qu'une carrière c'est quand même long, hein. Mickaël, fin de ce Cap ou pas Cap ensemble, place aux perspectives, on va en dire un mot. Tu es à la tête de l'Anicap. Concrètement, ça va être quoi les enjeux forts pour l'Anicap là, dans les années à venir ? Alors il y a plusieurs enjeux nous sont adressés. Il y a vraiment le renouvellement des générations. Notre capacité à attirer des jeunes et à les intégrer dans le métier pour qu'ils vivent bien de leur métier. Donc ça passe par de la communication dans les écoles, par la communication positive sur notre métier. Ça passe aussi par la création de valeur, pour pouvoir rémunérer le lait correctement.
Ça va être le plus grand défi là, dans les années à venir, c'est Alors, la transmission de oui, prochaine génération. alors nous, on est plutôt mieux exposés que certains confrères, mais c'est un défi qu'il faut relever. Mais c'est une vraie opportunité, quoi. On a capacité, je l'ai évoqué à plusieurs reprises au cours de Caprinov, c'est que on a un certain nombre de territoires aujourd'hui qu'on qualifie des territoires dits intermédiaires, des zones intermédiaires, où l'agriculture est un peu certaines exploitations sont un peu en difficulté parce que, notamment dans les régions où l'élevage a disparu, entre le changement climatique et la volatilité du prix des céréales, on a des zones où il n'y a plus trop de création de valeur. Et je pense que dans ces élevages-là, moi je suis convaincu qu'il y a des synergies et de la valeur à ajouter, à apporter dans ces modèles d'exploitation au travers l'élevage. Et lorsqu'on superpose la carte des régions intermédiaires et la carte de la filière caprine, elle se superpose extrêmement bien, quoi. Donc je pense que dans tous ces territoires, on doit pouvoir accueillir des jeunes éleveurs de chèvres et créer de la valeur sur ces territoires et de la résilience dans les exploitations à travers le couple gagnant-gagnant entre les productions animales qui, au travers des déjections, fertilisent les cultures et les cultures qui, au travers de la production de fourrage et de grains, nourrissent les animaux, quoi. Et on le voit notamment à travers ce salon Caprinov, tous ces acteurs de la filière, parce que tout le monde est là sur le salon Caprinov à Niort, qui a énormément de synergie, énormément de choses à faire et énormément d'évolutions possibles aussi. Exactement, et c'est une vraie opportunité, une vraie richesse pour notre filière caprine et pour l'agriculture, quoi. Et après, l'autre enjeu, c'est bien entendu la transition. Donc nous devons nous adapter au changement climatique. Nous avons aussi des objectifs et des ambitions en termes de bien-être animal. Donc voilà, il y a les attentes sociétales, bien-être animal, adaptation et atténuation du changement climatique, renouvellement des générations. Vous ressentez le poids de toutes ces attentes aussi dans le caprin ? Parce que vu que c'est une filière qui est un peu moins exposée par exemple que le bovin, on pourrait se dire que y a peut-être un peu moins d'attente, un peu moins de... Non, oui, en effet, on est moins exposé, mais il ne faut pas attendre d'être exposé et d'être trop exposé pour s'emparer des sujets. Et c'est ce qu'on fait collectivement au niveau de l'handicap, et ça se passe plutôt bien. Ouais. Il faut prendre le taureau ou le bouc par les cornes. Bouc par les cornes, pour voilà. Justement changer les choses tant qu'il est temps. J'avais une toute dernière question avant de te laisser ta carte blanche. Je voulais savoir s'il y avait de la place aujourd'hui pour que d'autres races caprines émergent. Parce qu'en France, il y a quand même 2 races caprines il y a l'alpine et la sanenne. Est-ce qu'il peut y avoir de nouvelles races qui arrivent aussi ? Alors oui, il peut y avoir, il y a des races à petit effectif qui ont toute leur place dans le dispositif et puis qu'il faut aussi conserver. Maintenant, il faut aussi se dire les choses. Je crois qu'on peut les conserver par passion au sein d'un élevage. Mais bon, si on veut professionnaliser la filière, ça peut venir en appoint d'un élevage de poitvine, de sanenne ou d'alpine. Mais à côté, voilà, il faut quand même des animaux qui soient en capacité de produire un minimum pour que l'éleveur puisse se tirer un revenu correct. Il faut quand même penser au seuil de rentabilité. Voilà. C'est le moment de ta carte blanche, Michael. C'est la fin de l'émission, c'est les 30 dernières secondes, les 60 dernières secondes. On va te laisser la parole complètement. Tu vas nous parler de ce que tu souhaites. Soit tu reviens sur un sujet qu'on a déjà évoqué, soit quelque chose qu'on n'a pas eu encore l'occasion de moi, parler ensemble. Ce que je souhaite, c'est que là, à l'occasion de Caprinov, on voit que c'est assez bluffant. C'est la jeunesse, on voit plein de jeunes. On a l'enseignement agricole aujourd'hui qui voit ses effectifs augmenter. On voit les centres de formation Caprin qui font le plein aussi. Donc il y a plein de jeunes qui sont intéressés. Et moi, ce que je souhaite, c'est que ces jeunes qui aujourd'hui réfléchissent, dans 2 ans, ils soient en train de monter leur projet au prochain Caprinov. Et puis que dans 4 ans, ces jeunes, on ait réussi à les intégrer dans la filière en tant qu'éleveur de chèvres. Parce que moi, je crois que mon seul engagement, moi, on m'a donné ma chance il y a 25 ans avec un agriculteur qui est parti en retraite et qui souhaitait mordicus installer des jeunes. Et moi, au sein de mes engagements professionnels,
j'ai à cœur que de moi aussi pouvoir créer les conditions favorables au sein de la filière pour installer ces jeunes et accueillir dans la filière tous ces jeunes qu'on voit aujourd'hui sur le salon Caprinov. C'est mon vœu le plus cher. Prochain président de et puis, l'handicap. Très certainement, y trouver le prochain président de l'handicap, puisque les cimetières sont pleins d'irremplaçables et donc j'espère que je ne ferai pas partie de cela. Oui, non. Ne portons pas la poisse non plus. Merci beaucoup Mickaël Lamy d'avoir été avec nous. Merci Jonathan. Ça a été un plaisir, on a appris plein de choses aujourd'hui. Je pense que vous aussi. Encore merci à Caprinov pour l'invitation sur le salon et de nous avoir fait confiance pour cette interview. Vous pouvez retrouver bien sûr l'ensemble de nos vidéos sur le site du comptoir des éleveurs, sur la chaîne YouTube et aussi sur les différentes pages réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok, LinkedIn, on est partout. Merci à tous et on se retrouve bientôt, très prochainement pour un prochain épisode. À toutes. Comptoir des éleveurs.